La liberté. Pour la plupart, elle est octroyée. Pour Julian Thorne, elle serait forgée. Emprisonné pour le crime même qui l'avait rendu célèbre, l'art de la falsification, Julian se retrouva confronté au mur de la prison de Blackgate, un lieu où son génie était autant une malédiction qu'une promesse. Privé de ses outils sophistiqués, entouré de brutalisme et de désespoir, il allait devoir puiser dans l'essence même de son art, transformer le rien en tout, le mensonge en vérité. Son chef-d'œuvre le plus audacieux ne serait pas une œuvre d'art, mais son propre ordre de libération, une illusion si parfaite qu'elle tromperait même les experts. Si vous aimez les récits d'ingéniosité humaine, de ruse et de la puissance de l'esprit sur la matière, restez avec nous. Julian Thorne n'était pas un criminel ordinaire. Il était un artiste, un virtuose de la contrefaçon, dont les œuvres, des faux tableaux de maître aux documents gouvernementaux introuvables avaient trompé des collectionneurs, des banquiers et même des agences de renseignement. Son génie résidait non pas seulement dans la reproduction des apparences, mais dans la compréhension intime de l'histoire, des matériaux et des techniques. Il ne copiait pas, il recréait l'âme d'un document ou d'une œuvre. Sa capture, après des années de chasse internationale, fut un choc pour le monde de l'art et de la sécurité. Condamné à perpétuité à la prison fédérale de Blackgate, il fut enfermé dans un monde de béton gris et de ferraille rouillée, privé de ses pinceaux, de ses encres, de ses papiers précieux. Les premiers mois furent un enfer. Le silence de sa cellule était assourdissant, brisé seulement par les bruits métalliques des portes et les cris lointains d'autres détenus. Il souffrait du manque. Non pas du manque de liberté, il avait fait la paix avec l'idée d'être enfermé, mais du manque de créer. Ses mains, qui avaient manipulé les fibres les plus fines du papier et les pigments les plus rares, étaient maintenant réduites à plier des couvertures et à récurer un sol froid. Mais l'esprit de Julian était un volcan dormant, et il était sur le point d'entrer en éruption. Un jour, lors de son travail de nettoyage à la bibliothèque de la prison, une collection misérable de romans policiers défraîchis et de manuels scolaires périmés, il tomba sur un livre ancien, un manuel de droit datant du début du XXe siècle. Le papier, jauni par le temps, avait une texture et une odeur distinctes. Il réalisa qu'il n'était pas si différent du papier utilisé pour certains documents officiels qu'il avait falsifiés par le passé. Une étincelle s'alluma dans son esprit. La prison n'était pas seulement une contrainte, c'était un défi. Blackgate deviendrait sa plus grande toile. Le plan était fou, audacieux, mais typiquement Julian Thorne, il allait forger sa propre libération. Pas une évasion par la force ou la ruse physique, mais une évasion par la conviction, par la beauté mortelle de la tromperie. Il allait créer un ordre de libération si parfait, si authentique, que personne ne remettrait en question sa validité. Le défi était immense. Il n'avait aucun de ces outils. Pas d'encre spécialisée, pas de papier filigrané, pas de presse d'impression. Il allait devoir improviser avec les matériaux les plus rudimentaires qu'il pouvait trouver dans la prison. Cela signifiait non seulement la fabrication du document, mais aussi la compréhension intime des procédures de libération de Blackgate, les formulaires utilisés, les signatures requises, les sceaux officiels. Il commença à observer, à écouter, à se renseigner. Il a commencé par le papier. La bibliothèque de la prison était sa source. Il a subtilement emprunté quelques pages vierges du vieux manuel de droit, choisissant celle qui avait la meilleure patine. La texture et la couleur étaient prometteuses. Il a ensuite cherché des encres. Les gardiens écrivaient des rapports avec des stylos à billes standard. Ce ne serait pas suffisant. Il lui fallait une encre qui vieillirait bien, qui aurait une certaine profondeur. Il a commencé à expérimenter avec des jus de fruits. Des baies ramassées dans la cour de promenade, sous prétexte de les manger, écrasées et réduites en concentré. Il a ajouté une touche de cendre de cigarette, récupérée discrètement, pour foncer la couleur et un peu de savon liquide, de la buanderie, pour aider à l'adhérence. Après plusieurs tentatives infructueuses, il a obtenu une encre brunâtre, de couleur sépia, qui, une fois séchée, avait une ressemblance troublante avec une encre ancienne. Le plus grand défi serait le sceau. Chaque document officiel de Blackgate portait un sceau en relief, une impression complexe du blason de la prison. Il savait que sans ce sceau, son document serait immédiatement rejeté. Il lui fallait un moule. Et pour un moule, il lui fallait de la matière. La pâte à pain. Chaque jour, lors de la distribution du pain, il mettait de côté un petit morceau, le mâchonnant soigneusement pour le rendre malléable, puis le pressant contre un document officiel scellé qu'il avait réussi à examiner de près lors d'une corvée dans les bureaux administratifs. Il s'agissait d'une prouesse de mémoire et d'habileté tactile, reproduisant le motif complexe des armoiries de la prison. Il laissait ensuite sécher le moule de pain, le durcissant avec un peu de sucre et de sel récupéré de sa ration. Julian Thorne n'était plus un prisonnier. Il était un alchimiste dans sa cellule, transformant le banal en l'extraordinaire, le déchet en chef-d'œuvre. La liberté était à portée de main, non pas par la force, mais par la subtilité de son art.
Le processus de création de l'ordre de libération de Julian était une danse complexe entre l'observation, la récupération et l'expérimentation clandestine. Chaque élément du document devait être parfait, non seulement dans sa forme, mais dans son essence. Le temps était son allié et son ennemi. Il devait agir sans éveiller les soupçons, mais aussi avant que l'occasion ne se présente. Le texte lui-même était une autre énigme. Il devait correspondre à la phraséologie légale exacte d'un ordre de libération officiel. Lors de ses corvées dans les bureaux administratifs de la prison, sous l'œil indifférent des gardiens, Julian avait mémorisé des fragments de documents. Il avait un don photographique pour les mots, mais il lui manquait la structure complète. Un jour, en rangeant des boîtes de vieux formulaires dans une pièce de stockage poussiéreuse, il a accidentellement fait tomber une pile de documents qui se sont éparpillés sur le sol. Parmi eux, un ancien formulaire d'ordre de libération, datant d'une décennie. C'était son Rosetta Stone. Rapidement, tout en ramassant les papiers, il a mémorisé la structure, la typographie approximative et le libellé clé. Le papier était trop ancien pour être utilisé, mais le contenu était inestimable. Il s'est ensuite penché sur les signatures. Un ordre de libération nécessitait au moins 3 signatures, celle du directeur de la prison, du chef des services pénitentiaires et d'un juge. Il a passé des semaines à observer discrètement les documents signés par ces individus, qu'il voyait lors de ses corvées ou qui étaient parfois affichés sur les tableaux d'affichage. Il a étudié les courbes, la pression exercée, les habitudes d'écriture de chaque personne. Le directeur, M. Hay, avait une signature anguleuse et audacieuse, avec un point final distinctif. Le chef des services, Mme Dubois, écrivait de manière plus fluide et élégante. Le juge, dont la signature était scannée et imprimée, présentait une uniformité prévisible. Julian s'entraînait en secret, traçant des copies de ses signatures sur des chutes de papier, utilisant sa dextérité naturelle et sa mémoire visuelle pour reproduire chaque détail. Le défi de la typographie était le plus ardu. Il ne pouvait pas imprimer. Il devait tout écrire à la main, mais avec la précision d'une machine. Il a développé une technique de gravure à la main, utilisant une fine aiguille qu'il avait extraite d'une brosse métallique. Avec une patience infinie, il traçait chaque lettre sur son papier choisi, s'assurant que la taille, l'espacement et la forme correspondaient le plus fidèlement possible au document officiel. Sa concentration était telle que même les bruits de la prison semblaient s'estomper, ne laissant que le grattement doux de son aiguille sur le papier. La coloration du papier était également essentielle. Le vieux manuel de droit avait un papier naturellement vieilli. Cependant, il devait s'assurer que l'ensemble du document ait une apparence uniforme de vieillissement, sans tache suspecte. Il a trouvé un moyen. En exposant le papier à la vapeur de sa douche et à la lumière naturelle de sa petite fenêtre de cellule, il a accéléré un processus d'oxydation contrôlé, lui donnant une patine douce et authentique. La texture du papier a été légèrement frottée avec un morceau de savon sec pour lui donner une sensation de douceur et d'usure, comme un document qui avait été manipulé plusieurs fois au fil des ans. Les détails les plus infimes étaient tout aussi importants. Les perforations standards sur le côté des formulaires, les numéros de série, et même les légers plis que l'on trouve sur les documents manipulés. Il a utilisé une épingle pour créer des perforations subtiles et a plié le document le long des lignes naturelles qu'il avait observées sur les vrais formulaires, puis l'a pressé sous son matelas pour que les plis se fixent. Julian n'était plus seulement un faussaire, il était devenu un archéologue de l'authentique, un maître de l'illusion totale. Chaque élément de son ordre de libération était le fruit d'une étude méticuleuse, d'une improvisation astucieuse et d'un dévouement artistique obsessionnel. Le document n'était pas seulement une contrefaçon, c'était un piège, une invitation à la liberté qu'il avait lui-même fabriquée. Et le moment de présenter son chef-d'œuvre approchait. Avec le papier vieilli, l'encre brunâtre et les signatures parfaitement imitées, la dernière pièce du puzzle de Julian était le sceau en relief. C'était la touche finale, l'ultime preuve d'authenticité, celle qui conférait au document son poids officiel. Sans un sceau impeccable, son chef-d'œuvre serait dénoncé comme un faux à première vue. Julian avait perfectionné son moule en pâte à pain. Après de nombreuses tentatives, il avait réussi à graver le blason complexe de Blackgate sur de petits morceaux de pain durci. Le défi était de l'appliquer. Un sceau en relief nécessitait une pression uniforme et contrôlée. Il ne pouvait pas simplement frapper avec un marteau. Il lui fallait un mécanisme précis. Son ingéniosité a trouvé une solution dans l'improbable. Il a remarqué la vis de serrage sur son lit en acier, utilisée pour ajuster la hauteur. C'était un mécanisme de pression à vis, parfait pour son besoin. Il a démonté un petit écrou et une rondelle, qu'il a minutieusement limé et poli avec un bout de brique trouvé dans la cour. Il a fabriqué une presse miniature. Il a placé le moule en pain durci sur le document, aligné précisément là où le sceau devait apparaître. Puis, il a placé l'écrou et la rondelle sur le moule, et a utilisé un coin de son lit comme point d'appui.
En serrant lentement et avec une force mesurée avec la vis du lit, il a pu appliquer une pression uniforme sur le moule, créant une impression nette et profonde sur le papier. C'était un travail délicat, chaque millimètre de rotation de la vis étant crucial. Un mouvement brusque et il déchirait le papier ou raterait l'impression. Après plusieurs essais discrets sur des morceaux de papier de rechange, il a enfin réussi. Le sceau en relief était parfait. Les armoiries de Blackgate se dressaient fièrement sur le papier, avec la profondeur et la netteté d'un sceau officiel. La couleur du papier était légèrement plus claire là où la pression avait été appliquée, un signe d'authenticité que seuls les vrais documents présentaient. C'était sa pièce maîtresse, l'apogée de son art clandestin. Le document était maintenant complet. Il avait passé près de 6 mois à le fabriquer, 1 mois de plus que prévu. Il a replié soigneusement l'ordre de libération et l'a caché sous son matelas, attendant le moment opportun. Le moment est venu quelques jours plus tard. Un matin, le chef des gardiens, le capitaine Peterson, un homme notoirement pointilleux et obsédé par les procédures, faisait une tournée d'inspection surprise dans l'aile de Julian. C'était le moment idéal. Julian, avec un mélange d'audace et de calme absolu, a fait glisser l'ordre de libération sous la porte de sa cellule, juste au moment où Peterson passait. Le document s'est retrouvé à la vue du gardien, semblant s'être glissé d'un dossier oublié. Peterson l'a ramassé avec une expression d'agacement. Il a jeté un coup d'œil au document. Il a froncé les sourcils, puis son expression s'est figée. C'était un ordre de libération. Pour Julian Thorne. Signé par le directeur, le chef des services et un juge. Et le sceau. Le sceau de Blackgate était là, en relief, impeccable. La procédure standard exigeait une vérification. Peterson, méfiant, a envoyé le document au bureau du directeur. La secrétaire du directeur l'a examiné. Le directeur l'a examiné. Ils ont comparé les signatures avec le registre, les filigranes du papier, que Julian avait subtilement reproduit avec de la cendre de cigarette en les frottant légèrement sous des angles précis pour imiter les variations de densité, la texture et bien sûr, le sceau. Tout correspondait. La seule chose qui semblait étrange était qu'ils n'avaient aucune trace de cet ordre de libération dans leurs systèmes informatiques. Une erreur administrative, pensèrent-ils, une étourderie de quelqu'un à la cour. Cela arrivait parfois avec la paperasse. Mais l'anomalie persistait. Le directeur, prudent, a décidé de faire appel à des experts externes. Une équipe de 3 spécialistes en documents, dont un expert en graphologie et un expert en papier, a été dépêchée à Blackgate. Ils ont examiné l'ordre de libération avec des loupes, des lumières UV et même des microscopes. Ils ont vérifié chaque fibre du papier, chaque courbe de l'encre, chaque détail du sceau. Des heures plus tard, le verdict est tombé. Le panel d'experts, avec une expression à la fois perplexité et admiration professionnelle, a déclaré le document sans défaut. La qualité de l'impression, l'authenticité du papier, la conformité des signatures, l'impeccabilité du sceau, tout était parfait. Le document était une pièce maîtresse. C'était authentique. Ou du moins, personne ne pouvait prouver le contraire. Les administrateurs de la prison, malgré leur malaise face à l'absence de dossier informatique, n'avaient d'autre choix que de se conformer. Le document était légalement irréfutable. Julian Thorne, le maître faussaire, avait réussi son plus grand coup. La porte de sa cellule s'est ouverte, non pas par la force, mais par le pouvoir de la tromperie. Il était libre. Le moment où la lourde porte de sa cellule s'est ouverte fut l'instant le plus surréaliste de la vie de Julian. Il s'était préparé à l'éventualité d'une dénonciation, à la confrontation, à l'échec. Au lieu de cela, le gardien lui a fait signe de sortir d'un air résigné. Aucune joie exubérante ne le traversa, seulement un calme profond, la satisfaction tranquille d'un artiste qui vient de parachever son œuvre. Il fut conduit à travers les couloirs qu'il avait traversés des centaines de fois, mais cette fois, le chemin semblait différent. Les bruits de la prison, le cliquetis des clés, le murmure des conversations, le lointain bourdonnement des machines n'étaient plus les sons de sa captivité, mais le fond sonore de sa libération. Il aperçut le capitaine Peterson, le visage marqué par l'incrédulité et une pointe de rage contenue. Julian lui fit un léger hochement de tête, une marque de respect pour un adversaire vaincu par l'art. Le processus de libération était étonnamment simple. Une poignée de main molle du directeur, qui semblait encore sous le choc de l'affaire, quelques signatures sur des formulaires officiels, des vrais cette fois, et la restitution de ses maigres effets personnels, une vieille montre sans valeur, des vêtements civils râpés qu'il avait à peine reconnus. Il était difficile d'imaginer que la même bureaucratie qui l'avait emprisonné avec tant de certitude le relâchait maintenant, sans question. Puis vint la porte principale de Blackgate. Le portail d'acier massif, gardé par 2 tours sentinelles, s'est ouvert sur le monde extérieur. L'air frais, non filtré par les barreaux, a frappé son visage. Le soleil, qu'il n'avait pas vu depuis des années,
l'a ébloui, même si ses yeux s'étaient adaptés à la pénombre de la prison. Il a pris une profonde inspiration, savourant l'odeur de l'herbe coupée et de l'essence, une odeur de liberté. Il s'est retourné une dernière fois pour regarder le colosse de béton et d'acier qui avait été sa prison. Un sourire fin est apparu sur son visage. Blackgate l'avait défié. Blackgate l'avait enfermé. Mais Julian Thorne avait prouvé qu'aucun mur n'était impénétrable pour l'esprit, aucune procédure inviolable pour le maître de la tromperie. Il avait gagné. La vie à l'extérieur était un ajustement. Julian avait passé tant d'années à se concentrer sur son art, puis sur sa survie, qu'il avait peu réfléchi à ce qui viendrait après. Il était libre, mais aussi seul. Ses contacts dans le monde de l'art criminel étaient brûlés. Sa famille l'avait renié. Il n'avait pas d'argent, pas d'identité légale propre, pas d'endroit où aller. Mais il avait une compétence inégalée. Il avait prouvé, au-delà de tout doute, qu'il était le plus grand faussaire de tous les temps. Ce talent, une fois sa malédiction, pourrait-il devenir sa rédemption? Il a commencé par de petits travaux, utilisant ses compétences pour de nobles causes. Des documents pour des réfugiés, des certificats pour des victimes d'injustice. Il a évité toute implication criminelle, ayant eu sa dose d'emprisonnement. Mais son nom, son histoire, commençait à circuler dans le monde souterrain des collectionneurs et des services de renseignement. On chuchotait l'histoire de l'homme qui avait déjoué une prison avec du pain et du jus de fruits. Un jour, il reçut une offre étrange. Un collectionneur d'art excentrique, intrigué par son histoire, lui proposa un travail. Non pas pour falsifier, mais pour authentifier. Pour aider à débusquer les faux, à comprendre les techniques des faussaires et à préserver l'intégrité du monde de l'art. C'était une volte-face ironique pour Julian, une chance de réorienter son génie vers le bien. Il a accepté. Julian Thorne, le maître faussaire, n'était plus un criminel. Il était devenu un gardien de l'authenticité, un détective des illusions, utilisant son don unique pour éclairer la vérité au lieu de l'obscurcir. Sa liberté n'était pas seulement une fuite, c'était une transformation, la réécriture de son propre destin, un chef-d'œuvre de vie qu'il avait lui-même forgé. La transition de Julian du faussaire le plus recherché au consultant le plus respecté dans le monde de l'authentification fut lente et semée d'embûches. La méfiance était un compagnon constant. Les musées et les grandes maisons de vente aux enchères se montraient sceptiques à l'idée d'employer un homme dont la réputation était bâtie sur la tromperie. Ses collègues, pour la plupart d'anciens détectives ou des experts universitaires, le regardaient avec un mélange d'admiration et de suspicion. Julian avait cependant une qualité que nul autre ne possédait, la compréhension intime de l'esprit du faussaire. Il ne se contentait pas d'analyser un document ou une œuvre d'art. Il pouvait penser comme celui qui l'avait créé, anticiper ses ruses, déceler les failles imperceptibles. Son premier cas majeur fut l'authentification d'un document historique, une lettre prétendument écrite par un personnage historique majeur. Les experts traditionnels étaient divisés. Certains y voyaient l'original, d'autres, un faux bien exécuté. Julian, avec sa loupe et ses outils rudimentaires, il préférait toujours l'approche tactile et sensorielle aux machines sophistiquées, passa des jours sur le document. Il étudia la finesse des fibres du papier, les subtiles variations de la patine d'encre, la pression unique de la plume. Le faussaire a commis une erreur classique, déclara-t-il un jour à l'équipe, désignant un mot précis avec la pointe de sa pince. La façon dont la lettre O est formée ici. Elle présente une légère déviation vers la droite, une habitude d'écriture typique d'un certain mouvement de poignet. Or, le personnage historique en question, d'après les archives que j'ai pu consulter, souffrait d'une légère arthrite au poignet droit à l'époque où la lettre était censée avoir été écrite. Son O était toujours légèrement aplati, un signe de douleur. Ce O est trop parfait, trop fluide. C'est un anachronisme calligraphique. Le document fut déclaré faux, et la réputation de Julian s'envola. Il devint l'expert de référence, un homme capable de voir au-delà de l'apparence, de déceler la vérité dans les plus infimes détails. Il travaillait maintenant dans un bureau élégant, entouré de documents anciens et d'œuvres d'art inestimables, un contraste saisissant avec sa cellule de Blackgate. Pourtant, la prison ne l'avait jamais vraiment quitté. Les souvenirs du béton froid, de l'odeur du pain rassis, du grincement des portes, ils étaient gravés dans sa mémoire sensorielle. Il utilisait cette mémoire comme un rappel constant de l'importance de la liberté et de la valeur de la vérité. Il n'a jamais renié son passé de faussaire. Au contraire, il l'a embrassé, le transformant en la fondation de sa nouvelle identité. Son œuvre la plus personnelle fut la création d'un petit musée privé, une collection d'authentiques documents historiques et d'œuvres d'art. Parmi eux, en bonne place, encadré et éclairé par un spot discret, se trouvait l'ordre de libération qu'il avait lui-même fabriqué à Blackgate. Un fac-similé parfait de son original, car l'original était conservé comme une pièce à conviction par les autorités. Mais même le fac-similé était un chef-d'œuvre.
Julian Thorne avait appris que la perfection n'était pas l'absence de défauts, mais la maîtrise de l'illusion. Il avait compris que la vérité et le mensonge n'étaient que des faces d'une même pièce, et que l'art, sous toutes ses formes, était le pouvoir de façonner la perception. Il était passé de l'ombre à la lumière, non pas en reniant son art, mais en le purifiant. Et dans chaque document qu'il authentifiait, chaque faux qu'il démasquait, Julian Thorne, l'architecte de sa propre liberté, prouvait que même les illusions les plus parfaites ne pouvaient pas toujours résister au poids écrasant de la vérité. Les années ont passé, et Julian Thorne est devenu une figure légendaire. Son histoire, celle d'un homme qui avait déjoué un système entier avec du papier, de l'encre improvisée et son propre génie, était enseignée dans les écoles de criminologie et d'art. Il était l'incarnation de l'ingéniosité, une preuve vivante que la plus grande force d'un être humain réside dans son intellect et sa capacité à s'adapter. Sa vie n'était plus celle d'un fugitif ni d'un reclus. Il donnait des conférences dans des universités prestigieuses, partageant ses connaissances sur l'art de la contrefaçon et de l'authentification. Ses mémoires, intitulées L'Ordre de Libération, sont devenus un best-seller international, racontant les détails de sa vie de faussaire, son emprisonnement et l'élaboration de son chef-d'œuvre le plus audacieux. Dans le livre, il n'a pas glorifié la criminalité, mais a plutôt exploré les limites de la perception humaine et la nature subjective de la vérité. Julian a également consacré une partie de son temps à des œuvres caritatives, utilisant son expertise pour aider à débusquer des faux documents pour des causes humanitaires, notamment pour des réfugiés tentant de prouver leur identité ou pour des victimes de vol d'identité. Il a créé une fondation pour les artistes repentis, offrant une seconde chance à ceux dont le talent avait été égaré. Malgré sa nouvelle respectabilité, Julian n'a jamais perdu son sens de l'humour, ni cette étincelle de malice qui avait fait de lui un faussaire si brillant. Lors d'une interview télévisée, alors qu'on lui demandait s'il était tenté de refaire un faux document, il a souri, un sourire qui ne révélait rien. « L'art, c'est l'émotion », a-t-il dit. « Et je crois que j'ai déjà créé ma plus grande œuvre. La liberté est un chef-d'œuvre que l'on ne copie pas, on le vit. » Le jour où il est décédé, à un âge avancé, le monde a perdu un génie singulier. Son héritage ne fut pas celui d'un criminel, mais celui d'un homme qui avait transformé sa propre prison en une leçon d'ingéniosité. L'ordre de libération qu'il avait forgé était bien plus qu'un simple document. C'était un symbole de la capacité humaine à redéfinir les limites de l'impossible. Julian Thorne avait prouvé qu'avec suffisamment d'ingéniosité, de patience et une compréhension profonde de la nature humaine, un homme pouvait non seulement déjouer les systèmes les plus impénétrables, mais aussi se réinventer complètement. Son histoire est restée un témoignage éloquent du pouvoir de l'esprit, un rappel que même dans les circonstances les plus désespérées, la créativité peut être la clé de la liberté. Et le sceau qu'il avait créé avec du pain n'était pas seulement le symbole de sa ruse, mais aussi celui de sa persévérance, une marque indélébile gravée dans l'histoire de ceux qui osent défier leur destin. Les années qui suivirent sa libération cimentèrent la légende de Julian Thorne. Il n'était plus un fantôme du monde criminel, mais une célébrité paradoxale, un consultant dont l'expertise était aussi recherchée que ses œuvres l'avaient été autrefois. Il vivait confortablement, entouré de l'art et de l'histoire qu'il avait jadis cherché à imiter, trouvant une satisfaction ironique à dénoncer les tromperies plutôt qu'à les commettre. Pourtant, malgré le succès et la reconnaissance, l'ombre de Blackgate planait toujours sur lui. La prison n'était pas seulement un souvenir, c'était une partie de son identité, la toile de fond de son chef-d'œuvre. Il pensait d'avoir tourné la page, mais le passé, comme un document habilement vieilli, a une façon de refaire surface. Un soir d'hiver, il reçut la visite d'une jeune femme nommée Elena Rostova. Elle était la fille d'un autre détenu de Blackgate, un homme nommé Mikhail Rostova, condamné pour espionnage industriel et qui clamait son innocence depuis une décennie. Elena avait lu les mémoires de Julian et voyait en lui non pas un ancien criminel, mais le seul homme capable de comprendre les rouages de l'injustice et de la manipulation documentaire. Elle lui apporta une mallette remplie de copies des preuves utilisées contre son père, des notes de laboratoire, des mémos internes et un contrat signé qui semblait le condamner sans l'ombre d'un doute. Les experts ont tout examiné, dit-elle, la voix tremblante. Ils disent que les documents sont authentiques. Mais je sais que mon père est innocent. Il a été piégé. Vous êtes mon dernier espoir, monsieur Thorne. Vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Julian hésita. Replonger dans les affaires de Blackgate, c'était rouvrir une porte qu'il avait mis des années à sceller. C'était risquer sa nouvelle vie, sa réputation. Le directeur bien que vieillissant, était toujours en poste, et l'humiliation de l'évasion de Julian avait laissé des cicatrices profondes. Toute implication de sa part serait perçue comme une provocation. Mais en regardant les yeux désespérés d'Elena, il se revit lui-même, piégé par une vérité fabriquée. Il accepta de jeter un œil aux documents, par pure curiosité professionnelle. Il se plongea dans les papiers dans le silence de son atelier. Au premier abord, tout semblait parfait. Le papier, l'encre, la typographie, la signature de Mikhail Rostova sur le contrat, tout était cohérent.
Les experts n'avaient commis aucune erreur. C'était un travail de professionnel. Mais Julien ne cherchait pas des erreurs, il cherchait une intention. Il se mit dans la peau du faussaire qui aurait pu créer ces documents. Quel était son style? Sa psychologie? C'est alors qu'il remarqua un détail infinitésimal, une anomalie que seul un maître de la tromperie pouvait déceler. Sur l'un des mémos internes, daté de la même semaine que le contrat accusateur, il y avait une légère imperfection dans l'alignement de la marge gauche. Un décalage de moins d'un demi-millimètre, invisible pour un œil non averti. Pour la plupart des gens, ce serait une simple erreur d'impression. Mais Julien savait que les machines à écrire électriques de cette époque, utilisées par l'entreprise de Rostova, étaient réputées pour leur précision. Un tel décalage était rare, sauf si la page avait été retirée puis réinsérée dans la machine. Il examina la signature de Rostova sur le contrat sous un microscope à haute puissance. La signature elle-même était parfaite. Trop parfaite. Julien connaissait ce genre de travail. Ce n'était pas une imitation à main levée. C'était une reproduction méticuleuse, probablement tracée à partir d'un original à l'aide d'une table lumineuse et d'une main d'une stabilité chirurgicale. Mais le faussaire avait commis une erreur psychologique. En se concentrant sur la perfection de la forme, il avait oublié l'âme de la signature. La pression de l'encre était trop uniforme. Un homme signant un document de cette importance aurait naturellement des variations de pression, des moments d'hésitation ou d'emphase. Cette signature était aussi lisse et sans vie qu'une photocopie. Julien comprit le stratagème. Quelqu'un avait pris une feuille de papier à en-tête vierge, tapé le texte incriminant, puis avait parfaitement reproduit la signature de Rostova. C'était un faux, non pas d'un document entier, mais d'un contenu sur un support authentique, la forme de falsification la plus difficile à détecter. Sa découverte le mit en confrontation directe avec l'administration de Blackgate. Quand Isabelle Moreau, qui l'avait recontacté pour l'assister légalement, présenta ses conclusions, le directeur est rejeta tout en bloc, accusant Julien de vouloir semer le chaos pour se venger. La presse, alertée par des fuites anonymes de la prison, commença à publier des articles remettant en question la crédibilité de Thorne, le décrivant comme un manipulateur essayant de blanchir d'autres criminels. Le spectre de sa propre cellule se rapprochait, menaçant d'engloutir sa rédemption. Mais Julien n'était plus le prisonnier isolé. Il était un homme avec des ressources, et surtout, il avait la vérité, une vérité cachée dans un décalage de marge et une signature sans âme. La bataille pour Mikhail Rostova devint la bataille finale de Julien Thorne. Ce n'était plus une question d'art ou de ruse, mais de justice. Face à un mur de déni de la part de l'administration pénitentiaire et à une campagne de dénigrement dans les médias, Julien comprit qu'il devait changer de tactique. Il ne pouvait pas se contenter de prouver que les documents étaient des faux. Il devait trouver le faussaire. Il se plongea dans les détails de l'affaire originale de Rostova, non pas comme un expert en documents, mais comme un détective. Qui avait le plus à gagner de la chute de Rostova? Un rival en affaires, un certain Alistair Finch, qui avait repris l'entreprise après la condamnation de Mikhail. Julien, avec l'aide d'Isabelle, commença à enquêter sur Finch. Il analysa des dizaines de documents signés par Finch, des lettres, des contrats, des mémos. Il cherchait un style, une signature calligraphique, une patte artistique. Pendant des semaines, il ne trouva rien de concluant. Finch était prudent. Puis, une nuit, en examinant un vieux rapport annuel de l'entreprise, il eut une révélation. Ce n'était pas dans l'écriture de Finch qu'il trouverait la clé, mais dans son absence. Le rapport contenait une section sur les passe-temps des cadres. Le passe-temps d'Alistair Finch était la calligraphie et la restauration de manuscrits anciens. C'était l'indice dont il avait besoin. Un homme avec une telle passion aurait la patience, la main ferme et la connaissance des encres et des papiers nécessaires pour un tel faux. La preuve décisive vint d'une source inattendue. Elena Rostova se souvint d'un cadeau que Finch avait offert à son père des années avant sa condamnation. Un magnifique stylo plume ancien. Isabelle réussit à obtenir un mandat pour analyser le stylo, qui se trouvait toujours parmi les effets personnels de Mikhail. Julien l'examina. En utilisant des techniques d'analyse chimique avancées ironiquement, des techniques qu'il avait lui-même contribué à développer pour l'authentification, il découvrit des traces microscopiques d'une encre spécifique dans le mécanisme du stylo. Une encre personnalisée, avec une composition chimique unique. Il demanda ensuite une analyse des documents qui avaient condamné Rostova. Le résultat fut sans appel. La même encre unique avait été utilisée pour signer le contrat au nom de Mikhail. Alistair Finch avait utilisé le propre stylo de sa victime pour le piéger. Lors d'une nouvelle audience, Julien Thorne se présenta non pas comme un témoin ordinaire, mais comme l'expert qui allait déconstruire l'illusion. Devant une cour silencieuse, il expliqua, étape par étape, comment le faux avait été créé. Il montra le décalage de la marge, l'uniformité de la pression de la signature, et enfin,
il présenta l'analyse chimique de l'encre. Il ne s'est pas contenté de dire que le document était un faux. Il a raconté l'histoire de sa création, peint le portrait psychologique du faussaire, et a finalement pointé le doigt vers le véritable artiste du crime. Alistair Finch fut arrêté à la sortie du tribunal. Mikhail Rostova fut libéré quelques jours plus tard. Cette victoire fut plus douce pour Julian que sa propre libération. Il n'avait pas agi pour lui-même, mais pour un autre. Il n'avait pas utilisé la tromperie, mais l'avait démasquée. Sa rédemption était complète. Son nom n'était plus associé seulement à la plus grande évasion par falsification, mais aussi à l'une des plus grandes révélations judiciaires. Dans les dernières années de sa vie, Julian se retira de la consultation pour se consacrer à l'enseignement. Il formait une nouvelle génération d'experts, non pas seulement à la science de l'authentification, mais à l'art de voir au-delà des apparences. Un jour, une étudiante lui posa la question qui était sur toutes les lèvres depuis des années. Quelle est la différence entre votre ordre de libération, un faux parfait et un document authentique? Julian sourit, un sourire qui n'était plus malicieux, mais sage. L'intention, répondit-il. L'un est créé pour fabriquer une réalité, pour tromper. L'autre, pour témoigner d'une réalité qui a existé. Mon plus grand chef-d'œuvre n'a pas été de créer une illusion de liberté pour moi-même, mais d'avoir pu, à la fin, utiliser mon art pour restaurer la vérité pour un autre. C'est ça, l'authenticité finale.